الآن ايوه مش مهندس. مستر لوجانس لا 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 ابدا والله لا. أركابولوس بليز. ايوه I will speak in French, so if you don't understand French, I'm sorry. Yeah, you can put your headphone. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette manifestation de faire l'honneur de faire intervenir. Je le fais avec beaucoup d'intérêt sur ce sujet qui est donc sur la filière textile habillement. Et j'ai entendu ce matin et beaucoup de phrases pessimistes, beaucoup d'approches disons de là, nous ne sommes pas performants. Moi, je reste assez optimiste parce que quand on regarde en fait les marchés européens, je vais parler des marchés européens aujourd'hui et l'évolution de ces marchés, je dirais qu'en fait les pays arabes et en particulier l'Égypte auraient beaucoup d'atouts qui ne sont peut-être pas exploités comme ils devraient être exploités. Et je vais vous expliquer mon sentiment pourquoi il y a ces atouts. En fait, vous savez, quand on parle de filière textile habillement, on a toujours tendance à penser technique. Donc on va penser que ce soit au niveau de la plantation de coton, que ce soit au niveau de la filature, que ce soit au niveau du tissage. On va toujours penser à l'aspect technique. Alors c'est un aspect qui est important, je ne le dis pas, mais il faut toujours, quel que soit le niveau où on est, penser en fait à la demande, penser au consommateur. Je crois qu'on l'a dit ce matin, il faut toujours partir de ça. Et quand on regarde aujourd'hui ce que est devenu en fait, je dirais, le marché européen, en fait il est dominé par des grands donneurs d'ordre, je vais revenir, on en a parlé tout à l'heure, ce matin. Il y a des demandes de consommatrices également qui ont évolué, et vous verrez pourquoi c'est important et pourquoi ça peut créer quelques petits points faibles de la filière textile habillement en fait, telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Je parlais de la filière, et puis je dirais, de quelques comparatifs avec d'autres pays sur le plan de la structure de cette filière et pourquoi des pays réussissent mieux que d'autres. Bon, je le disais tout à l'heure, je dirais les marchés européens sont dominés, je dirais, par une distribution très puissante, qui est de plus en plus. C'est vrai, ça devient des géants. Face à des marchés, M. Bornet le disait ce matin, qui sont vraiment en très faible augmentation, ils sont voire en stagnation. C'est-à-dire que ces donneurs d'ordre aujourd'hui se font la guerre entre eux. Ils se font une guerre terrible. Alors la guerre, ce n'est pas uniquement sur les prix, elle joue sur les prix, mais ce n'est pas qu'une guerre de prix, c'est une guerre également de positionnement, d'identité, d'identification et d'apporter quelque chose de différent, une identité différente de son voisin. Sans ça, s'ils restent sur la guerre des prix, ils ont du mal à s'en sortir. Alors maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas attention au prix, hein, loin de là. Hein. Au contraire, ils font de plus en plus pression, pas toujours parce que le marché le demande, hein, mais je dirais les exigences de marge de ces grands groupes sont de plus en plus grandes, parce que ce sont des groupes qui aujourd'hui ont des actionnaires auxquels il faut rendre compte, il faut des rentabilités de capital qui sont de plus en plus exigeantes, parce que ces groupes essayent de se différencier au niveau de leur identité avec de plus en plus d'investissements en communication. Et ben, c'est vrai que pour un prix, un target de prix consommateur, ben, ils ont leur coût, ils ont leur rentabilité. Ah, ben, ce qui reste, c'est pour le producteur. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus serré. Mais je dirais, on va voir leurs exigences. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus que, je dirais, pour réussir aujourd'hui, quand on veut fournir à ces marchés, être très compétitif. Et quand on dit compétitif, ce n'est pas uniquement la compétitivité par le prix. Alors, le prix, bien sûr, c'est important, j'en ai parlé, d'autres en ont parlé, mais il y a beaucoup d'autres choses que le prix. En fait, bon, quelles sont les exigences des grands donneurs d'ordre? Il y en a que vous connaissez, bien sûr, je dirais respect du niveau de qualité. Et quand on dit surtout le respect du niveau de qualité, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut toujours, si on a un standard de qualité, le respecter, que ce ne soit pas aléatoire.
il y a le problème du délai et du respect du délai, avec de plus en plus, je dirais, les marchés européens sont des marchés qui se veulent être de plus en plus réactifs, avec des délais courts. Donc ça nécessite beaucoup de réactivité. Des fois, je dirais, et beaucoup d'exigences. Hein. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec des grands distributeurs européens, mais vous en avez certains, et quand ils vous disent c'est livraison tel jour, c'est parfois tel jour dans la matinée à telle heure. Hein. Je dirais, c'est vraiment d'une exigence absolument considérable, hein, de plus en plus. Il y a le prix, bien entendu, je disais, et puis il y a de plus en plus, ça a apparu depuis déjà 4, 5, 6 ans, on le voit de plus en plus, ces distributeurs ne veulent plus s'embarrasser de tous les aspects production, de tous les aspects techniques. Du marketing, de la consommatrice, et puis c'est tout. Alors le style, parce que le style ça fait partie de l'identité du marketing. Tout le reste, ils veulent le confier à leur, je ne vais pas appeler sous-traitants, je vais les appeler plutôt co-traitants, parce que ça devient des formes de partenariat. Ça veut dire que de plus en plus, ces distributeurs demandent à leurs co-traitants d'approvisionner les matières, de prendre le risque matière, de leur proposer des matières, même dans certains cas, je dirais, c'est pas simplement de leur désigner vous allez acheter à tel endroit, mais de leur proposer des matières, de leur apporter des idées, de prendre en charge la mise au point technique du vêtement, le patronage, la gradation. Vraiment, je dirais, de prendre en charge énormément de choses. Et c'est à ça qu'il faut être prêt si on veut faire face à ces grands distributeurs. Côté de la consommatrice, bon, il y a de plus en plus un renouvellement de l'offre, une volonté de créativité, de personnalisation, d'individualisation. C'est pour ça que je dirais sur les marchés européens aujourd'hui, beaucoup plus que sur les marchés américains, je dirais, cette différenciation fait qu'on travaille sur des séries plus petites. C'est vrai que sur les marchés américains, il est de plus en plus petite, et si on veut travailler sur ces marchés, il faut être prêt à s'adapter à ça. Hein. Je dirais, sans ça, c'est pas la peine. Et puis quand on regarde la consommatrice, nous faisons beaucoup d'études, si vous voulez, des tables rondes de consommatrices, et il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus, je dirais, la consommatrice, je parle toujours de la femme parce que c'est la femme qui achète 80% des vêtements. Hein. Je dirais qu'elle achète pour l'enfant, elle achète pour elle, et parfois en partie pour son mari. De plus en plus, je dirais, l'aspect visuel du vêtement est très important, et dans l'aspect visuel, vous avez la matière, et dans la matière, c'est véritablement, il y a le côté touché de la matière, le côté tombé de la matière, dans certains domaines, le côté très technique de la matière, prend de plus en plus d'importance. Alors je voudrais aussi faire une petite parenthèse rapide pour rappeler que dans le coût d'un vêtement, parce que quand on parle de coût, on a toujours tendance à penser le coût de la main-d'œuvre, mais le coût de la main-d'œuvre, c'est un aspect du coût du vêtement, c'est un aspect. Que, bon, ce n'est pas du tout à la proportion, parce que suivant les vêtements, suivant les types de vêtements, suivant les pays, on n'a pas du tout la même proportion du coût, mais en ordre de grandeur, je dirais, la matière représente souvent 40 à 50, voire 60% du prix du vêtement. La confection, là aussi, ça va être de 40 à 50, et puis vous avez tous les coûts de transit, transport également, qui ne sont pas négligeables. Hein. Donc il ne faut pas être omnubilé uniquement par le coût main-d'œuvre. Hein. C'est un aspect, mais ce n'en est qu'un. Bon, alors la filière, je vais passer rapidement dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr toute la filière, je dirais, filature, tissage, tricotage, ennoblissement, finissage, accessoires, confection, et puis modélisme, patronage. Hein. C'est vraiment tout cet ensemble-là qu'il faut voir. Bon, c'est-à-dire qu'une filière technique de proximité, je dirais la demande des distributeurs aujourd'hui, c'est de pouvoir approvisionner à des coûts compétitifs la majorité des besoins dans l'environnement immédiat. C'est-à-dire fils, tissus, traitement, ennoblissement, finissage, accessoires. Mais il ne faut pas oublier une chose quand on parle de filière. La filière, c'est aussi la logistique. Hein. C'est-à-dire qu'une filière technique qui est performante, s'il n'y a pas la logistique derrière, c'est-à-dire facilité des transports, régularité et fiabilité des transports, on perd une grande partie de l'intérêt, je dirais, de l'aspect technique. Et la filière, c'est aussi, je dirais, la réglementation. Hein. Il faut qu'une réglementation soit pas tatillonne, qu'elle soit stable, qu'elle soit transparente. Je
si ça change sans arrêt, je dirais, les grands distributeurs n'ont pas envie de travailler, si vous voulez, avec pays où il n'y a pas de stabilité et de régularité dans les règles. Bien sûr, c'est également au niveau douanier, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'attractivité pour les investisseurs étrangers. Mais tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la filière et il ne faut pas avoir aussi que l'aspect technique de la filière. C'est tout ça qui va faire qu'une filière est performante ou n'est pas performante. Bon, je passe là-dessus. Bon, c'est qu'en fait, quand on regarde en fait une filière, c'est tout l'ensemble des aspects techniques, c'est tissage, finissage, filature, tricotage, ennoblissement, accessoires, confection, le coût. C'est la logistique, c'est la réglementation, c'est le financement. Alors, en quelques mots, je dirais rapidement, quelques mots sur différents pays du bassin méditerranéen et du monde. Je vais aller rapidement parce qu'on en a parlé, d'autres interlocuteurs en ont parlé tout à l'heure. Bon, la Tunisie, on sait que la Tunisie, en fait, qui est un pays qui, sur le plan de la filière technique, est très forte en confection. Sur le plan filature, tissage, c'est extrêmement faible, extrêmement faible. Il y a une entreprise de tissage digne de ce nom, et puis ça s'arrête à peu près à ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesse à ce niveau-là. Au niveau ennoblissement, pas grand-chose non plus. Je crois que c'est, on en parlait ce matin, il y a des problèmes d'eau aussi qui font que, d'eau, de coût d'énergie qui font que c'est pas facile. Mais je dirais elle reste performante en confection. En termes de logistique, elle est assez performante. En termes de réglementation, je dirais également très performante. Un système, je dirais, d'attraction des investisseurs étrangers extrêmement performant, qui lui a valu son développement, je dirais, depuis 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, pourquoi la Tunisie commence à avoir des difficultés? Jean-François Limantour, ce matin, vous a montré la part décroissante. C'est parce qu'elle n'a pas cette filière. Elle n'a pas la filière, elle n'a pas toute la partie, tissage notamment, ennoblissement, et elle ne peut pas offrir un service complet, je dirais un produit fini complet. Et aujourd'hui, ça devient un handicap majeur, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Le Maroc est à peu près dans le même cas, hein, avec un petit peu plus de tissage. Un petit peu plus de tissage, mais disons, la situation est à peu près sensiblement la même. La Roumanie a une tradition, je dirais, lainière qui est assez ancienne, donc elle arrive à intégrer une partie de la filière aujourd'hui, et la Roumanie aujourd'hui réussit, même si elle a parfois un peu de peine dans la filière, je dirais, lainière, et par nature, le fait de la filière lainière, ça l'a entraîné à faire des vêtements structurés, à avoir un savoir-faire à ce niveau-là. Au niveau de la logistique, ça se passe assez bien, mais par contre, la Roumanie, je dirais, elle a un coût de main-d'œuvre qui bat, hein, c'est certain. Mais je dirais pour autant, elle ne réussit pas parce qu'elle est très limitée dans sa filière en fait. Donc elle ne réussit que sur un créneau bien particulier. La Turquie, on en a parlé de nombreuses fois, hein, je crois que ça en a parlé et reparlé. Et c'est vrai que la Turquie, quelque part, sur le plan d'une filière bien imbriquée qui fonctionne bien, est un peu, sur le bassin méditerranéen, est un modèle du genre. Hein, parce que la Turquie intègre aussi bien filature, tissage, ennoblissement, confection, énormément d'atouts, et aujourd'hui, alors que les salaires en Turquie sont beaucoup plus élevés qu'en Égypte, beaucoup plus élevés qu'en Maroc et qu'en Tunisie, la Turquie, même si elle peine un peu, on l'a vu, est le deuxième fournisseur de l'Europe. Hein. Et en fait, c'est cet aspect filière qui fait ça. Quelques exemples, je dirais un petit exemple un peu différent. Madagascar, pour vous montrer que les coûts ne sont pas les seuls facteurs. Madagascar, coût minimum, je dirais, d'un salaire par mois, c'est 23 €. Donc vous voyez qu'on est quand même à des salaires extrêmement bas. Madagascar réussit sur certains créneaux, mais assez peu, parce qu'en termes de filière, il y a une unité de tissage, un gros fabricant, c'est tout en coton. Ça s'arrête à peu près là. Ennoblissement assez faible. Logistique très aléatoire, extrêmement aléatoire. Les bateaux, ils partent pas, c'est assez irrégulier. Et malgré, vous voyez, un coût de 23 € par mois, je dirais, Madagascar peine un peu, même si elle prend des places un petit peu sur plan. Bon, l'Asie, vous la connaissez, je ne vais pas revenir. Alors l'Égypte. L'Égypte, quand on voit l'Égypte, je dirais, on se dit, mais bon sang, l'Égypte, sur le plan, en tout cas, de la filière technique, il y a un savoir-faire qui existe depuis, je dirais, un peu plus d'un siècle, je dirais, c'est vrai. Il y a de la filature, il y a du tissage, il y a du tricotage,
Bon, en ennoblissement, c'est peut-être un petit peu plus faible, je dirais, surtout pour toutes les exigences d'ennoblissement que demandent les marchés européens aujourd'hui. Là-dessus, l'Égypte est un petit peu plus faible. Sur les accessoires aussi, on en a parlé ce matin, c'est peut-être un petit peu plus faible. Mais je dirais, en tout cas, les éléments qui demandent des gros investissements, je dirais des gros investissements techniques, existent en Égypte, sont là. Sur le plan, alors maintenant, il faut regarder les aspects logistiques, réglementation. Alors on en a parlé, les réglementations, les accords internationaux ne permettent pas non plus toujours à l'Égypte d'avoir toute la performance qu'il lui faut. Mais je dirais l'Égypte a toute l'infrastructure, je dirais, de base, en tout cas technique, les investissements techniques sont là. Et franchement, je dirais, l'Égypte devrait réussir au moins aussi bien que la Turquie. Je dirais, il n'y a pas de... Alors les raisons, elles existent. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, je dirais, c'est qu'on a tous ces éléments-là, on a pas mal d'éléments, on a toutes les pièces du puzzle, mais ces pièces de puzzle ne sont pas toujours bien coordonnées, ne fonctionnent pas toujours très bien. Et ce qu'il faut, c'est véritablement que ça forme, que même si les entreprises sont séparées, ça ne nécessite pas obligatoirement d'être intégrées dans la même entité juridique, même si elles sont séparées, il faut que les entreprises travaillent véritablement en partenariat total, en transparence totale, en offre complète pour y arriver. Alors je pense que l'Égypte a des atouts pour faire une offre complète. Alors je vous dis, c'est vrai que sur l'ennoblissement et les accessoires, c'est encore un petit peu faible. Elle a également des atouts, on en parlait tout à l'heure, les messieurs on parlait des échanges éventuels avec les autres pays. Quand on voit que le Maroc et la Tunisie, qui sont des pays qui sur les marchés européens avaient je dirais commercialement une présence très forte, je dirais, alors on peut peut-être essayer de se dire qu'il faut profiter de ce savoir-faire commercial, entre guillemets, de ces pays-là. Nous, de notre savoir-faire en textile, eux n'en ont pas. Mais c'est vrai que ça demande également, sans doute, des changements de réglementation. Voilà, je voulais, si vous voulez, avoir une note d'optimisme sur l'Égypte. Ça me tient à cœur, d'autant plus que je suis né dans ce pays et que je ne regarde pas le pays uniquement, je le regarde bien sûr de façon comme un expert, mais je le regarde aussi avec beaucoup de sentiments parce que ça me touche toujours beaucoup. Et je pense qu'il y a du travail à faire et que beaucoup de pions existent. Maintenant, il faut les matcher entre eux. Je vous remercie. شكرا مستر روجر زكاروبولوس. الحقيقه هو يعني بيتهيألي هو بيتكلم كمصري يعني كلام جميل جدا، واجمل حاجه قطع الشطرنج الموجوده، ولكن مطلوب تحريك هذه القطع بطريقه اكثر فنيه.